Bonsoir, bonsoir à tous. Hey, you know what? Suite et juste milieu ce mercredi d'une semaine autour des essais de Montaigne dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après être parti de la mort, puis après avoir parlé des cannibales, pour arpenter ce continent de sagesse, c'est d'amitié que nous parlerons ce soir, c'est-à-dire de Montaigne et la Boétie, en compagnie de l'ami André Comte-Sponville. L'amitié, c'est un nom sacré, c'est une chose sainte. Elle ne peut exister qu'entre gens de bien, elle naît d'une mutuelle estime et s'entretient non pas tant par les bienfaits que par bonne vie et mœurs. Ce qui rend un ami assuré de l'autre, c'est la connaissance de son intégrité. Il a pour garant son bon naturel, sa foi, sa constance. Il ne peut y avoir d'amitié où se trouve la cruauté, la déloyauté, l'injustice. Entre méchants, lorsqu'ils s'assemblent, c'est un complot et non une société. Ils ne s'entretiennent pas, mais s'entrecraignent. Ils ne sont pas amis, mais complices. Bonsoir André Comte-Sponville. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance, bienvenue sur France Culture. Vous connaissiez ce texte de la Boétie, justement, sur l'amitié ? J'ai lu le discours sur la servitude volontaire dont vous me disiez qu'il était extrait. J'avoue que je l'avais oublié. C'est-à-dire, je ne me souvenais pas que dans ce très beau livre, par ailleurs, mais où il est question de politique essentiellement, de lutte contre la tyrannie, je ne me souvenais pas que la Boétie avait ces belles phrases sur l'amitié. C'est au moment où il parle de la psychologie du tyran, celui qui n'aime jamais, qui n'est jamais aimé. Il y a un développement sur l'amitié à cet instant-là. Mais entre nous soit dit, c'est très beau et c'est tellement différent de Montaigne. Hein. C'est beau comme l'antique, c'est-à-dire, mais ça c'est le souvenir que j'avais gardé du discours sur la servitude volontaire. Au fond, la Boétie a une espèce de grandeur classique, effectivement, qui fait penser à l'Antiquité beaucoup plus que Montaigne. Montaigne, à bien des égards, est un auteur plus moderne. Et je pense que leur amour ou leur amitié, c'est l'un et l'autre en vérité, devait sans doute quelque chose à cette extrême différence de tempérament, de langue, de culture. Il faut rappeler que la Boétie était de peu de mois l'aîné de Montaigne. De 3 ans quand même. De 3 ans, bravo. Et que par ailleurs, il était plus sérieusement catholique que Montaigne, on peut le dire. Et peut-être plus sérieux, tout court. Là encore, le discours sur la servitude volontaire, qu'on appelle aussi le contraint, c'est le titre que Montaigne utilise le plus souvent, c'est-à-dire contre le personnage unique qu'est le tyran. C'est un très beau livre, c'est l'un des grands textes de philosophie politique, mais effectivement totalement sérieux, sans cette espèce de légèreté, de liberté d'esprit, on dirait presque de légère folie, si on peut dire, qu'il y a parfois dans les essais de Montaigne, c'est cet humour, cette inventivité. Non, la Boétie est un auteur sérieux et rigoureux. C'est dire donc à quel point Montaigne et la Boétie étaient différents, et c'est dire également à quel point cette différence, et la différence de façon générale, n'est pas un obstacle à la possibilité de l'amitié, et c'est finalement on n'est qu'au début de l'émission, mais allons vers la fin, c'est l'un des enseignements de ce chapitre, sinon l'enseignement même de ce chapitre. Oui, c'est-à-dire que quand Montaigne dit, c'est la phrase la plus célèbre, quand il essaye de comprendre pourquoi cette amitié extrême, exceptionnelle entre la Boétie et lui, Montaigne dit qu'il ne trouve qu'une seule réponse, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ce qui suppose qu'il reste deux, si bien que le thème qu'on trouve parfois chez Montaigne, citant Aristote, si mes souvenirs sont bons, l'amitié c'est une seule âme en deux corps, en vérité cette formule
me semble-t-il, ne doit pas être prise tout à fait au sérieux, parce que justement, ce qui a nourri cette amitié... Ce serait traiter Montaigne comme la Boétie le mériterait, justement. C'est qu'il y avait bien deux âmes, précisément, et deux âmes tout à fait différentes. Alors, vous savez comment Montaigne raconte la chose. Ils se sont connus, la Boétie avait 28 ans, Montaigne 25. Ils avaient beaucoup entendu parler l'un de l'autre, parce qu'ils avaient des amis communs dans ce sud-ouest où ils habitaient l'un et l'autre. Ils étaient curieux de se connaître, et puis ils se rencontrent tout d'un coup, assez tard finalement. C'est pas du tout une amitié de jeunesse, 25, 28 ans, surtout pour l'époque, ce sont vraiment des adultes, et alors c'est une espèce de coup de foudre, il faut bien dire le mot. On va en parler justement de ce coup de foudre, parce que c'est une amitié tardive, mais c'est une amitié qui, à l'instant où elle apparaît, semble si évidente que, à la façon d'un coup de foudre, justement, où l'on reconnaît quelqu'un qu'on n'a jamais vu, où l'on a le sentiment d'aimer pour toujours la personne dont on tombe amoureux à l'instant, cette amitié s'inscrit, alors cette fois-ci, non pas dans l'enfance, mais dans une forme d'éternité, presque une fatalité. Oui, parce qu'en effet... Montaigne parle du ciel à cet instant, c'est assez rare quand il le fait. Oui, et du destin, on ne sait pas trop s'il y croit tout à fait, oui, et d'ailleurs, ils vont s'aimer pour toujours, c'est-à-dire que jusqu'à la mort, évidemment, de la Boétie, mais qui meurt 4 ou 5 ans après cette rencontre. Donc, c'est une amitié très brève dans le temps, mais aussi jusqu'à la mort de Montaigne, puisqu'au fond, on a dit que les essais, c'était le tombeau de la Boétie, écrit par Montaigne, et ça n'est pas tout à fait faux, c'est-à-dire que j'ai souvent le sentiment, au fond, là, je pense que vous citerez le texte très beau où Montaigne décrit sa vie dévastée par la mort de la Boétie. Il n'est pas du tout impossible qu'au fond Montaigne ait écrit les essais pour se consoler de cette mort, pour en faire son deuil, comme on dirait aujourd'hui, et qu'effectivement, de ce point de vue, c'est l'amour de la Boétie qu'il va mener jusqu'à la mort et qui va nourrir de l'intérieur l'écriture des essais de Montaigne. Si je compare la vie tout entière aux 4 années pendant lesquelles il m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de cette personnalité, ce n'est que fumée, ce n'est qu'une nuit obscure et pénible. Depuis le jour où je l'ai perdu, je ne fais que traîner languissant, et les plaisirs mêmes qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler, redoublent le regret de ma perte. Il me semble que je lui dérobe sa part. En d'autres termes, les essais sont le dialogue à une voix que Montaigne prolonge avec la Boétie. Ce texte-là qui est bouleversant, c'est une espèce de veuvage en vérité. Moi, c'est le mot qui m'est venu quand je l'ai relu là récemment. Montaigne vient de perdre l'amour de sa vie. Voilà. Et pas du tout qu'il y ait, à mon sens, quelque ambiguïté. Alors les psychanalystes pourront toujours s'interroger sur une éventuelle homosexualité latente, peu importe. Quant à l'homosexualité explicite, elle me paraît tout à fait improbable. Mais c'est une histoire d'amour. Et c'est une amitié passionnelle. Et je crois qu'une partie de ce qui nous touche dans ce texte, c'est que justement, Montaigne, qui, comme chacun sait, aime les femmes, qui aime la passion amoureuse, ne confond pas du tout d'ailleurs la passion amoureuse et l'amitié, mais il a vécu avec la Boétie une passion d'amitié, une amitié passionnelle, et je crois que c'est ce qui fait la rareté et le prix de ce texte. Voilà, c'est le deuil, non pas de Montaigne ici, mais de Bob Dylan. He was a friend of mine, pour illustrer peut-être cette amitié, ce veuvage de Montaigne dont vous parlez. André Comte-Sponville, vous êtes notre invité aujourd'hui à mi-chemin d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent aux essais de Montaigne.
Montaigne ne fait que traîner languissant après la mort de la Boétie. C'est un des rares passages d'ailleurs qui n'est pas enjoué dans les essais. Le tombeau de la Boétie, c'est l'un des plus beaux passages, mais c'est un passage objectivement mélancolique de Montaigne, comme si une partie de lui-même avait eu à mourir pour que la Boétie survive justement en lui. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça ? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas qu'il y ait il survive. Il travaille en partie pour l'immortalité de la Boétie dont il publie les sonnets. Il publie les sonnets de la Boétie dans le chapitre qui suit, dans les essais. Mais sans aucune illusion, on pourrait presque dire sans aucune interrogation sur une éventuelle survie de la Boétie. Ce qui est très curieux, c'est que cet auteur qui se dit chrétien, alors à la façon de Montaigne, vous connaissez la formule, nous sommes chrétiens comme on est au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands. Mais comme dit Marcel Conge, dès lors que Montaigne est incontestablement périgourdin, il est tout aussi incontestablement chrétien. Oui, au sens sociologique du terme, mais il est quand même très singulier que se souvenant de cette perte de l'amour de sa vie, il n'y ait encore une fois aucune parole de consolation sur la possibilité de le retrouver, sur sa possible immortalité réelle, et pas seulement dans la mémoire des hommes, ni même aucune interrogation. Je n'ai pas le souvenir qu'une seule fois Montaigne se pose la question. Ça en dit long, me semble-t-il, mais c'est un peu un autre sujet sur le rapport très distendu, finalement, de Montaigne avec la religion en général et le christianisme en particulier. Il n'y a aucun élément d'espérance, en somme. Hein. Il n'y a qu'un deuil assumé comme tel et une perte vécue comme irréparable. Il faut essayer, la perte est irréparable, il faut essayer d'aimer la vie quand même. Et ça sera ça, le vrai travail du deuil, l'écriture des essais, au fond, ça sert à aimer la vie quand même, c'est-à-dire aimer la vie une fois que la Boétie est morte. Parce que de même que la Boétie, c'est l'amour de la vie de Montaigne, de façon incontestable, d'ailleurs il le dit en gros comme ça, la perte de la Boétie et le malheur de Montaigne. Il le dit lui-même dans les lignes, je crois, qui précèdent le texte que vous venez de lire. Si je compare tout le reste de ma vie, quoiqu'avec la grâce de Dieu, je l'ai passée douce, aisée, et sauf la perte d'un tel ami, exempte d'afflictions pesantes. Il a quand même perdu, comme il le dit ailleurs, 5 ou 6 enfants. Mais à côté de la mort de la Boétie, la perte de 5 ou 6 enfants, c'est comme rien. Il a perdu son père, qu'il aimait tellement. Il a perdu sa mère, dont il ne dit jamais rien. Bref, ça n'est pas son premier deuil. Il s'en faut de beaucoup, mais c'est le deuil absolu. Alors ça confirme que l'amour des enfants au XVIe siècle n'était sans doute pas ce qu'il est aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, mais ça confirme aussi tout ce qu'il y a d'absolument exceptionnel, singulier dans cette histoire d'amour ou d'amitié-là. Alors justement, hein, restons un instant sur cette question de la paternité ou de la filiation chez Montaigne. Montaigne, à un moment, je crois, cite Diogène, à qui on dit « mais ne tiens-tu pas à ce qui sort de toi ?» Et Diogène, à ce moment-là, crache en disant « ce crachat, lui aussi, est sorti de moi ». Montaigne prend plaisir à citer cela. Il y a quelque chose qui est de l'ordre... De la même façon, quand il parle de la fraternité, là encore, il cite Diogène, qui dit... Nous sommes sortis du même trou. Nous sommes sortis du même trou, et alors, voilà. Il y a en somme chez Montaigne une méfiance à l'égard des liens inévitables, des liens de la consanguinité finalement. Il est dans l'ordre de l'élection, comme il le fera avec Marie de Gournay à la fin de sa vie. Oui, lui qui aime tellement la nature et dont la pensée à certains égards peut relever d'une forme de naturalisme, ne demande jamais à la nature de faire loi, au fond. Il vit conformément à la nature, c'est le vieux thème à la fois stoïcien et épicurien que Montaigne reprend aux anciens, mais ce qu'il tire au fond de la nature, c'est plutôt des leçons de liberté. Vous avez raison, l'amitié relève d'une élection. Voilà, on ne choisit pas son frère, on ne choisit pas ses enfants, on ne choisit pas ses parents, et donc tous ces rapports qui relèvent de la filiation, de la fratrie, bref, de la nature, sont en quelque chose contingents. On choisit ses amis. Et c'est ce qui donne à l'amitié peut-être son poids le plus grand. L'étonnant, il faudrait d'ailleurs s'interroger là-dessus, c'est qu'on choisit ses amis, mais au fond, en fonction de quoi? Parce que finalement, l'amour et l'amitié aussi, c'est une
passion, et c'est le mot qu'utilise C'est ce que j'allais vous Montaigne, dire. On pas n'a seulement au sens, pas le choix. pas seulement au sens passionnel du terme, mais au sens du pathos, au sens de la passion classique. La passion, c'est le contraire de l'action, c'est quelque chose qui s'impose à moi, quelque chose Quant que au trigger, subis. je ne choisis pas. Voilà, je ne choisis pas d'aimer. D'ailleurs, je vous mets au défi de décider d'aimer quelqu'un que vous n'aimez pas ou de ne plus aimer quelqu'un que vous aimez. Alors ça, c'est très étonnant parce que, et c'est quelque chose qu'on trouve déjà en vérité chez Aristote dans peut-être l'autre texte sublime. À ma connaissance, il y a 2 textes sublimes sur l'amitié. C'est évidemment Essai 1.28, le texte que nous évoquons de Montaigne, et puis c'est le sublime livre 8 de l'éthique à Nicomaque. Or, dans l'un et l'autre texte, il y a ces 2 idées. D'un côté, l'amitié relève de la passion, ça nous tombe dessus, on ne peut même pas l'expliquer, ça ne relève pas d'une décision. Et en même temps, on choisit ses amis, c'est-à-dire qu'on choisit de transformer en action quelque chose qui nous est tombé d'abord dessus comme une passion. On ne décide pas d'aimer, mais on décide de continuer à aimer. On décide de vivre ensemble, parce qu'au fond, pour Aristote comme pour Montaigne, la vraie marque de l'amitié, c'est qu'on vit ensemble. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, il y aurait des leçons à tirer quand on réfléchit à nos vies de couple. Parce que de même qu'on ne décide pas d'être amoureux, la passion amoureuse n'est pas une décision de la volonté, mais on décide de vivre ensemble, on décide de sauver l'amour, de le prolonger. Bref, il s'agit de transformer une passion en vertu. Et cette idée qu'on trouve chez Aristote dans l'éthique à Nicomaque, on la trouve avec d'autres mots, mais on la trouve finalement aussi dans les essais de Montaigne. Il semble bien qu'aimer soit la vertu des amis. C'est une formule d'Aristote très proche, finalement, le texte de la Boétie que vous citiez au tout début de notre entretien est d'une fidélité à la pensée d'Aristote extrême. D'ailleurs, je pense qu'en effet, la Boétie avait le texte d'Aristote en mémoire. Voilà. Transformer une passion en vertu, c'est ce qui donne à l'amitié son prix, parce que du coup, elle relève des 2 ordres. Elle est spontanée, irrésistible comme la passion, et en même temps, elle est volontaire, elle est active comme la vertu. On peut dire qu'au fond, l'amitié, c'est le devenir vertu de la passion d'aimer. C'est le devenir acte de la passion d'aimer. Mais il reste quand même toute une série de problèmes. Si tant est, d'ailleurs, c'est étonnant que l'amitié ait été si peu philosophiquement traitée. Il y a quelques grands textes, mais après tout, la philosophie n'en a pas fait une catégorie à part entière, comme on parle de liberté ou de vérité. L'amitié, on hésite à en parler. Il faudra peut-être d'ailleurs revenir sur cette question. Aristote, dont vous parlez, dans le premier chapitre du livre 9 de l'éthique à Nicomaque, pose que l'amitié, finalement, l'amitié véritable, ne peut pas reposer sur le plaisir, ni sur l'utilité, puisque dès lors que les amis n'obtiennent pas satisfaction, eh bien, l'amitié s'arrête. Au contraire, dit Aristote, celle qui repose sur la similitude des caractères, intention qu'on retrouve dans le texte de la Boétie, est une amitié qui, par conséquent, n'a d'autre fin qu'elle-même, d'autre objet qu'elle-même, et qui, à ce titre, ne peut pas s'épuiser. Mais cette similitude des caractères, il y a 2 problèmes à partir de là qui se posent. D'abord, Montaigne et la Boétie étaient très différents, on va revenir sur cette différence. Quelle est cette similitude faite de différence, cette similitude de caractère alors que c'est lui et c'est moi, autrement dit, nous sommes absolument différents. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, si on choisit ses amis, comment se fait-il, à quoi tient cette élection, en somme? Comment choisir quelqu'un sans se donner des raisons à cela? Et d'ailleurs, choisit-on véritablement quelqu'un quand on se donne des raisons pour le faire, André Comte-Sponville? Ça me fait penser à la formule que m'avait dite un jour Jean Edernalier. On se connaissait à peine, mais un jour, il avait demandé à me rencontrer. Bref, on déjeune ensemble. Je crois que c'est la 2e fois de notre vie qu'on se rencontrait. Et il me dit « Devenons amis ». Et moi, j'étais un petit peu perplexe, d'abord parce que je n'avais rien contre cet homme. Je n'avais pas spécialement envie de devenir l'ami de Jean Edernalier, parce que pour le coup, la dissimilitude entre lui et moi était trop extrême. Il me dit « Devenons amis ». Je lui ai répondu « Écoute, prenons le temps d'essayer de le devenir », ce qui était une réponse un peu large. Vous avez botté en touche, là, quand même. Voilà, j'ai botté effectivement en touche. Parce qu'il n'y avait pas justement cette espèce de passion de départ. J'étais pas passionné par Jean Edernalier, je ne sentais pas d'atome crochu, comme on dit familièrement. Et donc, je n'avais pas envie de transformer en amitié
cette espèce de pathos, de passion qui d'ailleurs en l'occurrence brillait par son absence. Parce que voilà, c'est ça. Il y a dans l'amitié, telle que Montaigne l'a décrit, mais encore une fois dans le prolongement finalement, pour une fois, parce que finalement Aristote, c'est pas un auteur que Montaigne le plus souvent apprécie beaucoup. Mais là, sur l'amitié, ils sont extrêmement proches. C'est vrai, il le trouve pesant, il le trouve en général didactique. Il préfère Platon. Il ne le connaît pas très bien, il ne le comprend pas très bien, et puis c'est à l'opposé finalement de sa façon à lui de philosopher. L'un et l'autre sont assurément philosophes, mais c'est-à-dire pas au même sens. Peu d'auteurs se ressemblent autant, il faut dire. Ils sont philosophes au même sens, mais pas du tout de la même façon. Voilà. Et donc, il est normal que Montaigne, qui en l'occurrence l'avait sans doute assez peu lu, ne fasse pas d'Aristote son pain quotidien. Mais sur l'amitié, ils sont proches, encore une fois, dans ces deux éléments. Il y a une dimension de pathos, comme dirait Aristote, et il y a une dimension d'éthos. Alors, la dimension de pathos, de passion, c'est ce qu'on subit, au fond, tout amour et de rencontre. Il se trouve que la Boétie et Montaigne se rencontrent, il y a cette espèce de coup de foudre qu'ils n'ont décidé ni l'un ni l'autre. Mais en revanche, ils décident de l'entretenir. C'est là qu'intervient le choix. Voilà, et c'est là qu'intervient le choix. Autrement dit, le choix, ça n'est pas d'aimer d'abord, mais c'est de vouloir continuer à aimer, de renforcer l'amour, de vivre ensemble finalement. Et ce passage-là fait tout le prix et de l'amitié et de ce texte de Montaigne. On a 20 ans, le cœur et l'homme battent gaiement, droit devant nous, sans savoir où, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, tout nous sourit, dans une auto, on est bien notre ami. Aussi chantons, sur tous les tons, le plaisir d'être garçon. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Dans la main, à chaque seconde. Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ce ne sont que des relations familières nouées par quelque circonstance ou quelque utilité, par le moyen de laquelle nos âmes se tiennent unies. Dans l'amitié dont je parle, elles s'unissent et se fondent l'une en l'autre, dans une union si totale qu'elles effacent la couture qui les a jointes et ne la retrouvent plus. Si l'on me demande avec insistance de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde, unie, main dans la main. André Comte-Sponville est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mercredi, à mi-chemin d'une semaine que les Nouveaux Chemins donc consacrent aux essais de Montaigne. Le texte que je viens de lire, donc, qui se trouve au cœur du chapitre 28, qui est peut-être le passage le plus célèbre des essais justement de Montaigne, le fameux « parce que c'était lui, parce que c'était moi », que Montaigne d'ailleurs a ajouté tardivement dans une édition plus tardive des essais. Ce texte, un paradoxe quand même sur lequel je voudrais qu'on reste un instant. Montaigne dit, entre la Boétie et moi, on était si proches qu'on ne retrouvait plus la couture qui nous séparait. En somme, les deux tissus dont nous sommes formés, les deux costumes d'arlequin que nous constituons, puisque le moi chez Montaigne n'est jamais qu'une série de lopins, de pièces rapportées. Donc ces deux séries de pièces rapportées qui sont cousues entre elles sont tellement bien cousues qu'on ne voit plus la couture elle-même. Et pourtant, à l'instant où cette couture disparaît, où on est dans, comme dit Montaigne, une union totale, eh bien, on se retrouve différent et on découvre chacun sa propre différence et son altérité. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Le véritable mystère ou miracle peut-être de l'amitié, c'est ce maintien d'une altérité au sein de ce qui relève de la fusion presque. Oui, mais moi je soupçonne que cette quasi-fusion soit en partie une reconstruction posthume, postérieure à la mort de la Boétie.
D'abord parce qu'encore une fois, quand on lit l'un et l'autre, Montaigne et la Boétie, on est frappé par la différence. Ensuite, parce que Montaigne lui-même évoque parfois cette différence. Par exemple, il écrit dans le même chapitre « De même qu'il me surpassait d'une distance infinie en toute autre suffisance et vertu, aussi faisait-il au devoir de l'amitié. » Une distance infinie. Alors, c'est de la gentillesse, c'est de l'amitié, c'est de l'amour. Montaigne était beaucoup mieux que moi. Voilà ce que nous dit... la Boétie était beaucoup mieux que moi. Voilà ce que nous dit Montaigne. Mais on a envie de lui dire, mais alors s'il était beaucoup mieux que toi... Il n'y a pas similitude. Il n'y a pas de similitude. On voit encore la couture, puisque la couture est même d'une distance infinie. Magnifiée par la mort du premier. Voilà, Oui. je crois que la fusion fait partie d'une reconstruction, mais après coup, quoi. Montaigne, évidemment, dans la nostalgie de cette déchirure, a tendance à fantasmer la couture plus étroite qu'elle n'était sans doute. En revanche, la dissimilitude, je dirais plutôt la complétude. Voilà, il y a deux façons de penser l'amitié. On peut la penser comme similitude ou comme complétude. Et moi, je crois que Montaigne et la Boétie se complétaient admirablement. Mais il y avait en revanche, sinon fusion, sinon unité, il y avait cette confiance, il y avait cette intimité, il y avait ce partage, il y avait cette conversation toujours recommencée. Et j'ai envie de dire qu'au fond, c'est bien plus intéressant que la similitude, parce que si c'était lui et moi, s'ils sont pareils, au fond, à quoi bon? Autant rester seul, si vous voulez. C'est justement parce que lui et moi sont deux, parce qu'ils sont différents, que ça vaut la peine. Alors, justement, en général, quand deux amis se présentent comme tels au motif qu'ils ont tout en commun, c'est que le plus souvent, l'un est sous la domination de l'autre. Témoin, par exemple, Bouvard et Pécuchet. Oui, alors là, les textes font un petit peu défaut. Moi, je soupçonne, mais peut-être parce qu'on sait que la Boétie avait 3 ans de plus, qu'il y avait quand même cette espèce de domination, disons, une forme de droit d'aînesse de la Boétie sur Montaigne. Je crois que Montaigne admirait la Boétie peut-être plus que la Boétie n'admirait Montaigne, mais encore une fois, il est difficile, faute de texte, de le savoir. Et au fond, peu importe, on a envie de dire, c'est un petit peu leur secret. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans un autre texte, alors je n'ai pas noté la référence, ça n'est pas dans ce chapitre 28, Montaigne évoque, et ça aussi je l'avais oublié, je l'ai retrouvé le texte en préparant un peu cette émission, il évoque la laideur de la Boétie. Et ça c'est intéressant parce que, au fond, dans ce chapitre sur l'amitié, pour saisir l'amitié vraie, absolue, parfaite, celle qu'il a eue avec la Boétie, Montaigne la compare à deux choses différentes. D'un côté, l'amitié ordinaire, c'est celle que vous évoquiez. L'amitié utilitaire, finalement, oui, celle dont Aristote, Aristote, celle voilà. qu'Aristote suspend à l'utilité ou à puis, l'intérêt. La passion amoureuse, voire plutôt le désir sexuel, ce qu'Aristote, là encore, appelait philia erotique. Voilà, l'amour sexuel. Or, s'agissant de sexualité, Montaigne dit tranquillement qu'il attache davantage d'importance à la beauté qu'à la bonté. Autrement dit, s'agissant des femmes, ce qui le meut, c'est d'abord la beauté du corps, finalement. Alors que la Boétie, comme Socrate, et c'est une référence bien sûr que Montaigne fait lui-même, la Boétie, comme Socrate, était laid. Ce qu'il a aimé dans la Boétie, ça n'est pas son corps, c'est son âme. Et ça donne là encore cette espèce d'élévation extrême quand il dit au fond que la Boétie était beaucoup mieux que lui. Je crois qu'aimer la Boétie pour Montaigne, ça a aussi été l'admirer. C'est un thème récurrent cette semaine, d'ailleurs, la différence chez Montaigne entre le corps et l'âme, qui est un thème qu'on néglige en général, d'ailleurs, dans les études sur Montaigne. Or, notamment dans le chapitre sur l'éducation des enfants, c'est très frappant, il s'agit pour Montaigne de laisser l'âme s'abandonner, justement au plaisir d'apprendre, d'apprendre le latin sans fouet, sans douleur, sans précepteur, sans larmes, sans cris, etc. Et en même temps, il faut discipliner le corps, tendre le corps, lui apprendre à être résistant et à endurer même les excès. On ne traite pas le corps et l'âme de la même façon. De sorte que quand vous dites, André Comte-Sponville, que Montaigne aimait l'âme de la Boétie et non pas son corps, ça en dit long justement sur l'espèce d'abandon, de tranquille liberté avec laquelle Montaigne pouvait aimer la Boétie. Il n'y a aucune des contraintes qui sont celles du corps ici. Non, c'est vrai, mais en même temps, faut pas. Vous avez raison sur la différence entre l'âme et le corps pour Montaigne, mais il n'y a aucune condamnation du corps. Nous sommes merveilleusement corporels, écrit Montaigne. Et il dit le corps ne s'égare jamais, donc il n'y a pas de problème. Et autant vis-à-vis des enfants, il faut en effet leur entraîner le corps, lui apprendre à se durcir, autant
quand on est vieux, et Montaigne, quand il écrit les essais, se sent vieux, il faut au contraire essayer de redonner au corps un petit peu de vitalité, un petit peu de désir, notamment sexuel, parce que finalement, la sagesse a ses excès, non moins que la folie, écrit Montaigne, et il explique tranquillement que, au fond, quand il était jeune, il essayait parfois de maîtriser les désirs de son corps, et que maintenant, vieillissant, les désirs du corps étant moins forts, il essaye plutôt, au fond, de les renforcer. C'est bien qu'il n'y a aucune condamnation du corps, il y a effectivement la constatation que le corps et l'âme sont deux choses différentes, pas forcément substantiellement différentes, mais en tout cas deux fonctions différentes de l'être humain. S'agissant des jeunes, il faut leur apprendre à maîtriser le corps. Quand on vieillit, il faut parfois savoir s'abandonner à la spontanéité du corps. Et je crois que Montaigne, qui commence de façon stoïcienne, vous avez dû en parler à propos de la mort, en vieillissant, devient en vérité de plus en plus épicurien. Et qu'il prend dans le corps des leçons d'épicurisme. Mais oui, puisqu'il se sert même de sa propre maladie, de la gravelle, pour expliquer dans quelle mesure sa propre maladie l'aide, à la façon de Socrate d'ailleurs, à apprendre véritablement à mourir, et ça c'est vers la fin des essais, il montre comment cette maladie lui enseigne à se détacher progressivement, comment le vieillissement insensiblement le fait passer d'un état à l'autre sans qu'il y ait de douleur à cela, sans qu'il y ait la douleur d'une rupture franche. De sorte que Montaigne, plus le temps passe, plus il donne le sentiment d'épouser le mouvement de son existence. Une question, André Comte-Sponville, est-ce que vous savez ça d'ailleurs? Les chapitres des essais de Montaigne sont-ils présentés dans l'ordre chronologique? Non, je n'ai jamais posé la question. Je soupçonne que oui, mais avouez que c'est une bonne question quand même. On pourrait se la poser puisque le chapitre sur la mort est au tout début des essais. Il est encore stoïcien et il change, il évolue et à la fin, dans l'expérience, il ne tient plus le même discours. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, comme vous le savez bien sûr, c'est que le livre 3 n'apparaît que dans la deuxième édition. Donc là, on est certain évidemment que le livre 3 est écrit bien après les deux premiers et la différence est spectaculaire. C'est-à-dire que les premiers textes, effectivement, du livre 1 sont en gros d'inspiration stoïcienne. Et tous les textes du livre 3 sont dominés par une espèce d'épicurisme non dogmatique, c'est-à-dire d'épicurisme infidèle à Épicure, bien sûr, Montaigne n'est pas Lucrèce, mais une espèce d'amour enjoué de la vie et de nonchalance. Vous savez ce que Montaigne écrira sur la mort. Je la trouve nonchalant-d'elle. Voilà, je veux que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. La nonchalance, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un sentiment stoïcien, c'est un sentiment, j'allais dire épicurien, pas au sens dogmatique du terme, mais c'est la façon montagnenne d'être épicurien. On va revenir à la question de l'amitié qui nous occupe aujourd'hui avec vous, André Comte-Sponville. Je voudrais qu'on entende Michel Piccoli lire ici quelques lignes, là encore, sur cette amitié et sur la question de la propriété, ce qui est sien, ce qui est mien dans l'amitié. Ayant si peu à durer et ayant si tard commencé, car nous étions tous deux hommes faits, et lui plus de quelques années, elle n'avait point à perdre de temps, et elle n'avait à se régler au modèle des amitiés molles et régulières auxquelles il faut tant de précautions, de longues et préalables fréquentations. Celle-ci n'a point d'autre modèle que d'elle-même, et ne se peut rapporter qu'à elle. Ce n'est pas une spéciale considération, ni 2, ni 3, ni 4, ni 1000. C'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena à se plonger et se perdre en la mienne. D'une fin, d'une concurrence pareille, je dis, perdre à la vérité, ne nous réservons rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien ou mien.
André Comte-Sponville est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance à mi-chemin d'une semaine que nous consacrons aux essais de Montaigne. Pendant qu'on entendait Michel Piccoli, vous feuilletiez votre exemplaire des essais André Comte-Sponville et vous avez retrouvé le passage extrait du chapitre 12 du livre 3, le chapitre sur la physionomie, dans lequel Montaigne évoque la laideur de la Boétie. Il dit ceci: la laideur qui revêtait une âme très belle en la Boétie était de ce prédicament cette laideur superficielle qui est pourtant très impérieuse et de moindre préjudice à l'état de l'esprit et a peu de certitude en l'opinion des hommes. Ce faisant d'ailleurs, Montaigne compare évidemment la Boétie à Socrate, qui faisait de sa laideur presque un argument de séduction. Oui, alors que Montaigne trouve que la nature a été injuste avec Socrate, parce que une si belle âme méritait un beau corps. De ce point de vue, si j'ose dire, Montaigne est plus grec que Socrate, parce que ça choquait tous les Grecs, en vérité, qu'un type aussi formidable que Socrate soit laid à ce point, si j'ose dire. Alors, s'agissant de la Boétie, Montaigne explique dans le texte que c'est une laideur superficielle qui l'oppose à la difformité. La Boétie n'était pas du tout repoussant, mais en quelque chose, la nature avait été aussi injuste avec lui, et Montaigne, au contraire de Socrate, n'en tire aucun argument. Il constate la chose, mais simplement ça m'avait frappé parce que, encore une fois, relisant le texte sur l'amitié où Montaigne compare dans un texte qui est merveilleux, qu'il faudrait citer en entier, la passion amoureuse et la passion amicale finalement, il dit expressément que s'agissant de la passion amoureuse, il est surtout sensible à la beauté, ce qui veut dire que la passion qu'il a eue pour la Boétie n'était pas du tout du même ordre que la passion amoureuse qu'il pouvait ressentir pour une femme. C'est une vraie passion, c'est une véritable histoire d'amour, mais pas au même sens que ce qu'il a vécu avec telle ou telle femme. Et alors c'est la différence, si l'on peut dire, en grec, entre éros, la passion amoureuse, et philia, l'amitié, comme on traduit un peu platement, parce que justement, quand on parle d'amitié, en français, le terme est quand même un peu restrictif. En grec, il est beaucoup plus large que ça. Quand Aristote parle de l'amour entre les parents et les enfants, entre les enfants et leurs parents, il écrit philia, bien sûr. Quand Aristote décrit l'amour entre l'homme et son épouse, entre la femme et son mari, il écrit pas éros. Bien sûr qu'ils font l'amour ensemble, mais éros, c'est pas la sexualité, c'est la passion amoureuse. Il écrit philia. Eh bien, Montaigne est dans cette tradition-là. Et si on a souvent peu parlé d'amitié, comme vous le disiez tout à l'heure dans l'histoire de la philosophie, c'est que ce beau concept a été recouvert finalement par celui d'amour, avec toutes les ambiguïtés du mot, c'est-à-dire qu'entre éros et philia, qui sont les deux grands amours grecs, si l'on peut dire, et puis agapé, qu'on traduira par charité, l'amour de charité, qui est l'amour chrétien, philia va être un petit peu écrasé. D'ailleurs, beaucoup de textes après opposeront simplement éros et agapé. Et quand j'ai moi-même travaillé sur l'amour, il m'a fallu un certain temps pour comprendre que quelque chose manquait. C'est-à-dire que si on reste dans l'opposition entre éros et agapé, on passe peut-être à côté de l'essentiel. Eh bien voilà, Montaigne, qui ne dit pas un mot sur la charité dans tous les essais, du moins dans mon souvenir, mais en tout cas le thème n'est jamais développé, qui parle souvent d'éros, mais toujours avec cette espèce de légèreté, de plaisir, de joie, mais sans prendre la passion amoureuse tout à fait au sérieux. En revanche, quand il parle de l'amitié, philia, alors là, on est vraiment au plus profond, au plus important de ce qu'un homme peut vivre. Vous connaissez la merveilleuse formule d'Aristote: sans amis, personne ne choisirait de vivre. Autrement dit, l'amitié est peut-être la seule chose qui rende la vie absolument aimable. De ce point de vue, Montaigne, là, pour le coup, est beaucoup plus grec que chrétien. Et le même Aristote, d'ailleurs, quand il parle de l'amitié, fait de la bienveillance l'une des conditions de possibilité d'émergence de l'amitié, expliquant que seul un homme bon peut avoir des amis. Néanmoins, sur cette question de éros, philia et agapé, donc la passion amoureuse, la charité, et entre les deux, la philia, l'amitié dont la on joie parle. Aimer, c'est se réjouir, disait merveilleusement Aristote. C'est la joie d'aimer, par opposition à ce que Deleuze appellerait le sale petit besoin d'être aimé, qui est une autre affaire. Cette joie d'aimer dont parle Montaigne, vous avez dit, c'est un concept. Est-ce que le problème de l'amitié, ça n'est justement que ça n'est pas un concept, qu'en d'autres termes, aucun mot ne suffit à la définir, à la restituer fidèlement,
gens, ça c'est un premier point. Et puis deuxièmement, que c'est également une élection singulière. Si vous organisez un dîner chez vous, André Comte-Sponville, vous allez inviter vos bons amis. Vous allez choisir les gens avec qui vous allez dîner autour de la table. Il n'y aura que des gens qu'a priori vous aurez envie de voir. L'amitié est sélective, contrairement à Agapé qui prétend être universelle. En somme, est-ce qu'il n'y a pas en filigrane l'idée que l'amitié n'a rien à voir avec la religion? Il n'y a pas d'amitié possible en religion puisqu'il n'y a pas d'universel possible dans l'amitié. D'abord, chez Montaigne, qu'est-ce qui a à voir avec la religion ? Sinon la religion elle-même. C'est-à-dire que tout le reste, quand Montaigne ne parle pas de Dieu, il en parle là pour le coup parfois, en faisant mine d'y croire et peut-être d'ailleurs en y croyant en effet, mais c'est comme si Dieu, à force d'être transcendant, ne brillait ici-bas que par son absence, au point qu'il ne soit éclairant pour rien. Deuxième remarque, vous dites que l'amitié n'est pas un concept, c'est très vrai, mais j'ai envie de vous dire, aucun réel n'est un concept. La mort n'est pas un concept non plus, la violence n'est pas un concept non plus, la sexualité n'est pas un concept. Au fond, c'est le problème des concepts, finalement, de n'être jamais le réel. Et Montaigne, ici, anticipe de plusieurs siècles sur l'un de nos amis, d'ailleurs lui-même grand lecteur de Montaigne, qui est Clément Rosset. C'est-à-dire l'idée que le réel n'est pas un concept et que donc aucun concept n'est le réel, l'idée que le réel est sans autre, sans double et sans remède, comme dit joliment Clément Rosset, toutes ces idées-là sont montaigniennes. Enfin, troisième Juste remarque, une parenthèse quand même sur ce point-là. En même temps, Montaigne dit qu'avec l'amitié, on se double. qu'avec l'amitié. On se double. C'est un assez grand miracle que de se doubler. Ah oui, d'accord, mais c'est pas le réel qui est doublé par mieux que le réel, c'est une dualité au sein même du réel, dans l'immanence, comme diraient les philosophes. Enfin, troisième remarque, ce qui rend la discussion et parfois la réflexion un peu difficile sur l'amitié, c'est que le même mot, philia en grec, amitié en français et par exemple chez Montaigne, désigne des relations très différentes. Parce qu'au fond, Aristote explique que la cité est une amitié. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des rapports de bienveillance entre les concitoyens, quelque chose ne pourra pas se développer. Donc il y a une politique de l'amitié chez Montaigne. Il y a une politique de l'amitié, il y a une amitié politique. En un sens, il peut même y avoir une espèce d'amitié universelle, un thème qu'on trouve parfois chez les Grecs, une espèce de philanthropia. Le mot existe notamment chez les stoïciens, c'est-à-dire l'amitié pour l'homme, pour l'autre homme, où là on est assez proche finalement, mutatis mutandis, de ce que les chrétiens appelleront la charité. Une amitié non élective. Non élective, une espèce d'amitié qui en droit... L'amitié a priori. En droit peut être universelle, voilà. Et puis alors, sur la base on pourrait parler d'un triangle. La base, c'est l'humanité. Spécialement chez Aristote, malgré tout, la cité. C'est-à-dire que si je suis athénien, je peux avoir un sentiment de bienveillance pour tout être humain, mais quand même spécialement pour les Athéniens. Et puis on monte, le triangle monte. Après, il y a l'amitié élective, où j'ai une dizaine d'amis, 7, 8 amis, et puis au sommet, je n'en ai qu'un seul. Et l'idée de Montaigne qu'on ne peut avoir qu'un seul véritable ami, c'est déjà, là encore, une idée d'Aristote. Aristote écrit dans la polyphilia. Dans ce fameux livre 8 de l'éthique à Nicomaque, il y a l'amitié politique, la cité est une amitié, mais au sens suprême du terme, au sens où il s'agit de vivre ensemble, au sens où il s'agit de transformer la passion en vertu, alors on ne peut être vraiment l'ami que d'un seul. Et comme c'est le même mot qu'on utilise pour l'amitié, je dirais, universelle, la philanthropia, pour l'amitié politique, la cité, pour l'amitié élective, la bande de copains, et pour l'amitié unique, on ne sait plus trop de quoi l'on parle. Ça ne veut pas dire que la pensée de Montaigne ou d'Aristote soit incohérente, ça veut dire que le langage, ici, manque un petit peu de précision. Mais dans quel ordre est-ce que les choses s'opèrent à ce moment-là, chez Aristote comme chez Montaigne? Est-ce que, en somme, si on suit cette ligne, s'il y a une cohérence entre toutes ces versions de l'amitié, celui qui commencerait un discours devant une assemblée de gens qu'il ne connaît pas par la formule consacrée « chers amis », appartiendrait finalement
de très loin, mais enfin serait le cousin éloigné de Montaigne et la Boétie, qui savent, eux, ce qu'est l'amitié véritable. Dans quel ordre les choses s'opèrent? Est-ce que, en somme, il faut avoir fait l'expérience que décrit Montaigne de l'amitié pour parler ensuite d'amitié à l'échelle la plus vaste et peut-être la moins élective qui soit, ou est-ce que c'est par raréfaction du sentiment général de l'amitié pour parvenir à une élection que l'on procède? En somme, est-ce qu'on part du bas ou est-ce qu'on part du haut? À lire Montaigne, on a plutôt le sentiment que tout commence par la Boétie et d'ailleurs tout finit avec la mort de la Boétie. Oui, mais en même temps, il nous dit que des amitiés comme ça, il y en a peut-être une tous les 3 siècles. Et donc, il est exclu que ça commence par le haut. Le haut, c'est l'exception. Le bas, c'est la banalité de vivre. C'est-à-dire que nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres politiques. Nous ne pouvons pas vivre seuls. Et au fond, l'amitié universelle, quasi horizontale, c'est le fait que l'autre homme m'aide à exister. L'autre homme m'aide à être humain, spécialement dans la proximité politique, la cité, la région, le pays, etc. Et partant de ce plus bas, qui au fond est donné par la nature, parce que c'est une idée qu'on trouve là encore chez Aristote et chez Montaigne, que nous sommes naturellement sociaux, naturellement poussés par la nature à nous rencontrer, à nous fréquenter, et si possible à nous aimer. On part du plus bas qu'est la nature, et puis la culture transforme ce plus bas en plus haut. Voilà l'amitié véritable, celle où elle ne peut être qu'unique, une fois tous les 3 siècles et pour entre 2 individus seulement. Elle vient de la nature, mais elle s'en arrache, elle s'en élève, et au fond, c'est cette ascension finalement que Montaigne a aimé dans l'amitié. Il dit, on a dit tout à l'heure que l'amitié c'était la joie d'aimer, fidèle à Aristote, plus que le désir d'être aimé d'ailleurs. Montaigne dit ceci: si dans l'amitié dont je parle, l'un pouvait donner à l'autre, ce serait celui qui recevrait le bienfait qui obligerait son compagnon. Il y a donc, sous-jacente finalement derrière cette idée de l'amitié, une définition de la générosité, d'une générosité exempte du calcul de son intérêt bien compris. En somme, celui à qui l'on donne, l'ami à qui l'on donne, celui qui donne, ne fait pas en donnant le calcul de l'intérêt qu'il peut avoir à donner quoi que ce soit. Et celui qui reçoit est véritablement celui qui fait finalement don de sa réception. De sorte que dans l'amitié, on assiste à une inversion des termes. C'est quand on donne qu'on s'enrichit, et c'est quand on reçoit qu'on crée un débiteur. Oui, parce que l'amitié consiste à aimer plus qu'à être aimé, disait Aristote. Mais c'est les deux. Parce que, au fond, le paradoxe de l'amitié, c'est que c'est un sentiment forcément partagé. Je peux être amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de moi, mais je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui n'est pas mon ami. Je peux l'aimer, mais si lui ne m'aime pas, ça n'est pas de l'amitié. Autrement dit, il n'y a amitié que si et seulement si il y a amour réciproque. Si bien que l'important, ça n'est pas d'être aimé, l'important, c'est d'aimer, mais l'amitié ne devient vraiment ce qu'elle est que dans la mesure où cet amour est partagé. Dans la mesure où cet amour est partagé, mais en même temps, il n'exige pas de réciprocité au départ. Le don de soi n'appelle pas de réciprocité. Il ne l'exige pas, mais il la constate heureusement. C'est-à-dire que dans ce coup de foudre initial que nous évoquions en commençant, Montaigne s'en prie d'une sympathie, d'une passion pour la Boétie et découvre, émerveillé, que cette passion est partagée. Et c'est là que l'amitié devient possible. Parce qu'après tout, il aurait été possible, on peut rêver, réécrire l'histoire, que Montaigne soit totalement séduit par la Boétie et que la Boétie n'accorde aucune attention à son Montaigne. cadet de 3 ans. Voilà. Mais il y a une chance, il n'y a pas tout amour et de rencontre, toute amitié aussi. Il faut avoir un peu de chance de rencontrer celui ou celle qui pourra devenir mon ami.
Venu nous voir, d'avoir participé au nouveau chemin de la connaissance. Je rappelle, tiens, deux ouvrages. Je ne suis pas philosophe, Montaigne et la philosophie chez Honoré Champion, et puis un ouvrage collectif sur l'amitié justement, dans lequel on trouve un article de vous sur Montaigne, Kant et la Boétie, aux presses universitaires de France. Je signale aussi, et je vanterai toute la semaine, les mérites de la traduction en français moderne des essais de Montaigne par André Lanly, car c'est une édition limpide et fort utile. Un livre utile également pour entrer dans les essais de Montaigne, c'est le livre d'Emmanuel Naya sur les essais de Michel Seigneur de Montaigne, paru chez Ellipse en 2006. Et puis la lecture des essais de Montaigne par Michel Piccoli, en CD, vous trouverez ça chez Frémaux. Suite demain de cette semaine sur les essais de Montaigne, je recevrai Pierre Magnard, professeur émérite à la Sorbonne, qui nous parlera de l'éducation des enfants. À la technique aujourd'hui, Adrienne Semiatiki, à la réalisation Daniel Finot, assistant et collaboration, et un grand merci à elle. Et Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Jennifer Murzo et Florence Malfato. France Culture, il est 17h50, tout de suite le regard d'Albert Jacquard.